Bienvenue dans le débat de France 24. Il était, voilà peu, l'un des incontournables du cinéma au niveau mondial, celui sur lequel il fallait compter pour espérer décrocher un Oscar ou la reconnaissance du tout Hollywood. En l'espace d'une semaine, c'est devenu un paria. Les frasques d'Harvey Weinstein menacent même sa société créée avec son frère qui pourrait changer de main. Et dans le même temps, grâce ou plutôt à cause de l'affaire Weinstein, un tabou est peut-être en train de tomber. Sous le hashtag MeToo dans les pays anglophones ou Balance ton porc ici en France, des milliers de femmes, des milliers de victimes de harcèlement sexuel se manifestent depuis ce week-end sur Twitter. Libération salutaire d'une parole trop longtemps contenue parce que précisément les victimes s'estimaient isolées, ou bien au contraire le risque d'une dénonciation tous azimuts, pas toujours vérifiée mais bel et bien amplifiée par les réseaux sociaux. On en parle avec ici même Marion Georgel, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Guillemette Audicino, bonjour. Vous êtes journaliste cinéma à Télérama. Merci d'être avec nous également. Merci aussi à Charles-Emmanuel Soussan. Vous êtes avocat spécialisé en droit de la presse. Et puis avec nous, en direct de Bruxelles, Christophe Ginisti, fondateur d'Agorep, une société spécialisée dans l'étude d'opinion et les phénomènes plus généralement qu'on observe sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous également, Christophe Ginisti. Une première question peut-être pour Guillemette Audicino. Les studios de production Weinstein annoncent aujourd'hui être en négociation pour vendre, ou se vendre plutôt, au fonds d'investissement Colony Capital. C'est l'effet direct de l'affaire, ça ? Pardon ? C'est l'effet direct de l'affaire Weinstein, l'affaiblissement. Ce qui est horrible à dire, c'est qu'en fait, c'est la conséquence, mais c'est aussi le début de tout ça, c'est-à-dire c'est l'argent. C'est le pouvoir. Donc, quand une société est souillée à ce point à cause de son patron, je pense que là, il rame pour rattraper la chose. Et donc, ils vont sans doute être obligés de vendre. Peut-être que des capitaux resteront peut-être au frère, qui lui aussi lâche évidemment Harvey. Mais évidemment que ça doit échanger de nom, échanger de main. Et c'est d'une certaine manière de l'argent sale, Oui. pas par la production des studios, mais par le comportement de son ex-patron. Donc, je pense qu'il faut rebattre toutes ces cartes-là. Il faut purger tout ça, on l'a bien compris. En tout cas, un appel à dénoncer le harcèlement sexuel au travail est donc devenu viral depuis ce week-end sous le hashtag Balance ton porc. Sandra Muller, une journaliste pour la lettre de l'audiovisuel, appelle les victimes de harcèlement à se manifester. Toi aussi, raconte en donnant le nom et les détails harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends. Aux États-Unis, c'est l'actrice Alyssa Milano qui, elle, demande aussi aux personnes qui ont été victimes de harcèlement sexuel de se manifester sous le hashtag MeToo. Deux hashtags qui se sont hissés en tête des trend topics. Marion Georgel, des initiatives bienvenues. Absolument. Parce que là, ça permet de libérer la parole des femmes, des victimes, qui est trop souvent laissée sous silence, parce que évidemment, comme vous l'avez dit, c'est dur de parler. D'abord parce qu'on se sent seul, aussi parce que c'est difficile de parler de ça. Il y a un sentiment de honte qui peut être présent. Le sentiment aussi que peut-être on ne sera pas cru. Donc là, je trouve que ces hashtags qui passent par les réseaux sociaux et qui est facilité par les réseaux sociaux permet à la libération de cette parole de manière plus facile peut-être et de montrer l'ampleur en fait du phénomène et que les femmes ne sont malheureusement pas isolées et que c'est bien un phénomène d'une ampleur énorme qu'il faut faire cesser, quoi. On va évoquer ces témoignages dans un instant avec Christophe Ginisti, mais Charles-Édouard Soussan, Charles-Emmanuel Soussan, pardon, tous ces témoignages, ils débouchent sur des plaintes. Ça débouche sur quelque chose, en tout cas, quand on voit effectivement un tel volume de tweets. Moi, ce que je recommande à toutes ces femmes qui ont osé briser en quelque sorte l'omerta, c'est d'aller au bout de leur démarche. Et si elles sont encore dans le délai de prescription, qui est de 6 ans en France pour les délits, agression sexuelle, la prescription est de 6 ans, sauf si au moment des faits, elles étaient mineures, auquel cas la prescription est de 20 ans à compter de leur majorité. Mais si ces femmes sont encore dans le délai de la prescription, je les encourage à aller déposer une plainte. Elles sont très bien reçues dans les commissariats. Le procureur de la République prendra leur plainte et une enquête aura lieu. Qu'est-ce qu'on avait vu l'année dernière avec l'affaire Beaupin ? Parce qu'il y avait eu aussi une recrudescence des dénonciations à l'époque via Twitter. Tout à fait. Mais ce que disait, ou ce que dit en tout cas aujourd'hui l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l'AVFT, elle dit que ça ne s'est pas forcément traduit par une augmentation des procédures. En tout cas, pour beaucoup d'entre elles, celles qui parlaient, elles se débattaient déjà en fait dans des procédures infructueuses. Alors, je ne suis pas au fait de l'affaire Beaupin, mais il est vrai que si les plaintes à l'époque avaient été déposées pour des faits de harcèlement sexuel au travail, par exemple, qui est un délit très spécifique, il est relativement compliqué de rapporter la preuve. Mais pour des faits d'agression sexuelle,
ces dames peut-être disposent de SMS qui leur ont été envoyés, de témoignages de personnes à qui elles se sont confiées sans aller au-delà d'une ou deux personnes, et tout ça est pris en considération. Et puis, on se rend compte tenu du nombre de femmes dont la parole a été libérée au travers de ce hashtag Balance ton porc, que peut-être plusieurs sont les victimes d'une seule et même personne. Regardez ce qui s'est passé avec M. Weinstein. On se rend compte que c'est pas une, c'est pas deux, mais apparemment c'est 30, 40, 50 personnes qui ont été victimes de ce monsieur. Donc c'est des éléments qui sont pris en considération évidemment par la justice quand elle doit appréhender tel ou tel fait. On va revenir d'ailleurs sur l'affaire Weinstein en tant que telle. Christophe Ginisti, dans le tweet qu'on vient de lire, on vient le voir, Sandra Muller invite les personnes qui lisent ce tweet à raconter en donnant le nom et les détails, un harceleur sexuel que tu as connu dans ton boulot, ce sont ces termes. C'est conforme, d'après vous, à la loi, à la morale? Est-ce que ça laisse la porte ouverte à des dérives? Enfin, vous en pensez quoi, vous? Alors, il faut d'abord se dire que la morale, elle est dans quel camp? Elle est évidemment dans le camp des victimes, et on doit obligatoirement avoir une pensée pour les victimes et les soutenir, évidemment. Après, il y a deux choses. Il y a un phénomène de libération de la parole qui est absolument salutaire et qui a conduit, même très récemment, à dénoncer beaucoup de prédateurs et beaucoup de gens qui avaient commis ce type de choses. Et on le voit actuellement avec notamment des vidéos qui sont diffusées où dès 2005, on savait, il y a une vidéo en ce moment qui tourne sur Twitter où dès 2005, Harvey Weinstein était pointé du doigt comme étant quelqu'un qu'il ne fallait pas fréquenter si on était une jeune femme et qui voulait réussir. Alors la libération de la parole, elle est évidemment salutaire. Après, il y a des phénomènes d'embrasement qu'on connaît très bien sur les réseaux sociaux, et ces phénomènes d'embrasement sont des phénomènes qui parfois ont deux conséquences. Première conséquence, c'est d'aller dans l'excès et d'aller de créer des phénomènes qui sont des phénomènes tout à fait artificiels. Et la deuxième conséquence des phénomènes d'embrasement, c'est, comme le disait Talleyrand, tout ce qui devient excessif devient insignifiant, c'est que ça noie la parole plutôt que de la libérer, en fait. C'est ce que vous dites. Ça risque effectivement de la noyer. C'est-à-dire qu'on s'habitue. On s'habitue à quelque chose auquel on ne devrait pas s'habituer, parce qu'on devrait considérer, on devrait conserver notre faculté de sidération, on devrait conserver notre faculté finalement à se révolter, mais finalement, trop de paroles, notamment sur les réseaux sociaux, conduit parfois à des phénomènes qui sont des phénomènes d'habituation, etc. Guillemette Odissino. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ces hashtags ont été évidemment lancés par des femmes. Beaucoup des témoignages sont des témoignages de femmes. On dit qu'il y a risque de trop plein et donc du coup, c'est horrible, mais d'insignifiance et de flou dans tout ça. Je pense qu'une grande masse de tweets masculins, hashtag je balance le porc de ma copine, ou je balance ce témoignage que je n'ai pas pris en compte à l'époque en lui disant écoute, ce n'est peut-être pas si grave, etc. Enfin, il faudrait que les hommes s'expriment, parce que c'est le grand problème. Sur le harcèlement de rue ou au travail dont sont victimes leurs compagnes ou leurs proches. Ou même à Hollywood, on a bien vu qu'il y avait un petit problème quand même de parole masculine. C'est-à-dire, il y a quand même des acteurs qui ont téléphoné à leur copine actrice en disant « Oh, écoute, tu vas pas en faire un fromage. Bon, donc il faut que la parole des hommes se libère. Alors justement, la parole des hommes, il faut qu'elle se libère. Et on le disait à l'instant, finalement, à côté de notamment l'idée de donner un nom, donner des détails sur le harceleur lui-même, et bien ça, il faut dire, beaucoup de gens sont réticents, pas que des hommes, des femmes aussi, face à ces pratiques. Et notamment, vous allez l'entendre, c'était le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui s'est ensuite ravisé. Tout le monde a remarqué et scruté ce week-end sur Twitter cet hashtag « Balance ton porc ». Des femmes ont raconté les formes de harcèlement dont elles sont victimes. D'où ma question simple, Bruno Le Maire. Connaissez-vous aujourd'hui un homme politique dont on dira dans 10 ans « Nous savions qu'il était un harceleur ». Nous le savions. Non. Sinon, vous le dénonceriez. Non. C'est compliqué. C'est compliqué, mais la dénonciation ne fait pas partie de mon identité politique. Et après, on dit on savait tous. Eh bien, je vous dis simplement que la dénonciation n'a jamais fait et ne fera jamais partie de mon identité politique. De toutes les façons, vous n'en connaissez pas. Et de toute façon, je n'en connais pas.
Voilà, c'était Bruno Le Maire, invité de France Info de Jean-Michel Apathy. Il est revenu depuis sur ses propos en disant que, bien entendu, il serait le premier à dénoncer s'il était informé d'une situation de harcèlement. Marion Georgel, on le voit bien, il y a le réflexe en fait immédiat de dire je veux pas être délateur. Et en même temps, mais aujourd'hui, ceux qui ne disent pas sont complices. Oui, absolument, puisque là, le gros problème dans les violences faites aux femmes, c'est le silence. Et là, la parole de Bruno Le Maire, je trouve que c'est assez emblématique, puisque, bah oui, c'est un homme. Forcément, il profite quelque part, ou en tout cas, les hommes dans leur ensemble profitent du silence des femmes, puisque c'est à eux que profitent les violences Alors là, il s'agit sexuelles. effectivement d'aller rapporter à la police ou aux Bien autorités sûr. compétentes. Vous comprenez qu'on puisse être réticent à mettre sur la place publique via les réseaux sociaux des noms d'individus Oui, bien sûr. en les Ça, accusant? Tout à fait. Déjà, d'ailleurs, sur les hashtags, sur le hashtag Balance ton port, on incite spécifiquement les femmes à nommer. Moi, j'ai plusieurs éléments à dire là-dessus. C'est-à-dire, déjà, c'est pas forcément facile pour une femme de nommer, puisque y a des représailles qui peuvent être très concrètes, surtout quand il s'agit de la sphère professionnelle. Donc, on peut être amené à avoir des représailles. En fait, on a peur des représailles. Donc c'est là-dessus, irresponsable d'inciter les femmes à nommer? c'est pas forcément irresponsable. Là encore, ce sera chaque femme qui va décider pour elle de si elle veut nommer ou pas. Ce qui est important, encore une fois, c'est de nommer les faits. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, ce serait encore mieux si les femmes arrivaient à porter plainte et aller au bout des procédures. Mais malheureusement, non. Ça, je ne suis pas d'accord. Elles ne sont pas bien accueillies dans les commissariats. Il y a un énorme problème là-dessus. Et Oser le féminisme, ça fait partie de nos revendications de former le personnel de justice, des forces de l'ordre, même le personnel médical également, pour former à l'écoute des violences, à l'écoute des femmes. Des plaintes. Parce que c'est un gros problème, seulement 10% des femmes victimes de violences portent plainte, ce qui est quand même, ce qui veut dire quelque chose, et seulement 5% de ces plaintes, donc ce qui réduit encore le pourcentage, vont jusqu'à un procès en fait, ou aboutissent à une condamnation même. Donc, ce qui est extrêmement réduit. Donc ça veut bien dire qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Déjà, on l'a dit, au niveau de la libération de la parole des femmes, mais ensuite sur le traitement. Une fois que la femme parle, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on fait de cette parole? Si la parole est à nouveau minimisée, réduite, où on va... Et là, vous ne craignez pas, comme on l'a entendu justement, que la masse de témoignages banalise d'une certaine manière chacune de ces expériences ou chacun de ces récits? Je comprends ces arguments et en même temps, je ne pense pas, parce que... Enfin, en fait, je suis partagée parce qu'il faut absolument parler, il faut montrer l'ampleur du phénomène. D'après l'INED, une femme sur 7 aurait subi au moins une forme de violence sexuelle. Et dans le cas des hommes et des femmes, d'ailleurs, un cas sur deux, c'est dans l'enfance. Ouais, c'est ça. Bah oui, puisque forcément, les enfants sont plus vulnérables, puisqu'enque encore une fois, mais c'est dire effectivement l'importance de ce phénomène. Absolument. Donc là-dessus, il faut montrer, il faut illustrer l'ampleur du phénomène. Parce que moi, j'entends encore trop souvent des gens qui me disent « Oui, mais bon, j'entends le harcèlement comme étant quelque chose de systématique, mais est-ce que vraiment... » Ce qu'il faut, c'est non pas banaliser l'acte, mais la plainte. Il faut que la plainte devienne un acte banal. Tout à fait. Un acte banal, mais encore une fois, c'est le traitement de la plainte derrière. Puisqu'une femme qui arrive pour harcèlement au commissariat et on va lui demander comment l'habiller, ça, c'est encore beaucoup trop fréquent. Mais c'est aussi par manque de formation des forces de police, par stéréotype aussi qu'on a et ce faisant, donc placer la responsabilité sur la victime. Absolument, et non pas c'est le renversement des responsabilités. Sur le coupable ou l'auteur. Voilà. Charles-Emmanuel Soussan. Oui, alors je suis d'accord avec le fait que ce hashtag montre l'ampleur du phénomène. Mais pour répondre à une question que vous posiez tout à l'heure, appeler ces femmes à nommer leur agresseur, je considère que oui, c'est irresponsable. Parce que ce faisant... On se met en travers de la légalité lorsqu'on demande ça. Ce faisant, on soumet ces femmes à un risque juridique qui est certes pas très important. La diffamation. C'est la diffamation. La diffamation n'est réprimée que de 12 000 € d'amende et pas d'une peine de prison. Mais on leur fait courir le risque de la diffamation. La diffamation, c'est le fait d'imputer à quelqu'un un comportement qui est contraire à l'honneur ou à la considération. L'honneur... c'est l'idée qu'une personne a d'elle-même. La considération, c'est l'idée que d'autres personnes ont de celui qui est diffamé. La jurisprudence nous dit que imputer à quelqu'un la commission d'un délit, c'est diffamatoire. On peut tourner dans tous les sens, dire de quelqu'un qu'il a commis un délit, c'est diffamatoire. Alors on peut se sortir d'une diffamation
en démontrant que ce que l'on a dit est vrai. Parce que ce qui est vrai ne peut pas être diffamatoire. Ou en démontrant qu'on est de bonne foi. C'est-à-dire qu'on avait une base factuelle suffisante pour écrire ce que l'on a écrit. Mais ces femmes, elles vont devoir aller devant un tribunal pour se défendre, et elles n'ont pas besoin de ça. Oui, et là, elles sont seules. Et là, elles sont seules. Donc, dire ce qu'on a vécu, oui, nommer la personne, je ne suis pas forcément convaincu que ce soit la bonne solution. Je vous laisse réagir tout de suite. Peut-être un mot quand même de Christophe Ginisti, qui n'a pas beaucoup parlé. Christophe Ginisti, c'est le problème. Est-ce qu'on peut appeler sur les réseaux sociaux, comme ça, le name and shame, qui est pratiqué parfois chez nos voisins anglo-saxons? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait déjà aux yeux de la loi française et puis plus généralement ailleurs dans le monde? Non, alors c'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux. Il y a beaucoup de législations différentes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pratiques différentes. Il y a des pays qui l'autorisent et d'autres pays qui l'interdisent, comme en France notamment, comme l'expliquait très bien l'avocat qui est sur votre plateau. Charles-Emmanuel Toussaint. Ce qui est important, je voudrais revenir sur 2 points. Oui, absolument. La première chose, c'est que j'ai mesuré avant de venir à cette émission qu'il y avait à peu près sur Twitter, sur les 198 000 occurrences de Balance ton port, il y en avait à peu près 40% qui émanaient d'hommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, la conversation entre les femmes et les hommes a bien lieu autour de ce sujet-là. Puisque, en fait, d'après ce que j'ai vu sur des outils qui mesurent l'audience et l'impact sur Twitter, il y a bien ce dialogue qui se crée. Ça dénote, pardonnez-moi, ça dénote un changement d'attitude de la part des hommes, ou bien est-ce que c'était déjà le cas avant? Sur d'autres affaires plus ou moins similaires, les hommes s'exprimaient dans des proportions semblables? Alors, c'est exactement similaire à d'autres affaires. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est que, en fait, ces sujets qui étaient tabous avant, arrivent sur la place publique. Il y a eu beaucoup d'affaires. Il y a eu récemment la démission du patron d'Uber, il y a eu Amazon, il y a eu tout un tas d'histoires, et évidemment on pense à Dominique Strauss-Kahn, etc. Ce qui fait que ces sujets ne sont plus tabous. Et ces sujets permettent, puisque ce n'est plus tabou, eh bien, on peut libérer la parole et on peut en parler. Et on peut en discuter, ce qui est assez intéressant. Maintenant, je voudrais revenir aussi sur un deuxième point qui avait été, qui avait été évoqué tout à l'heure, c'est que le fait que ce hashtag ait été pris massivement par beaucoup de gens, je parlais tout à l'heure de 198 000 occurrences sur ce même hashtag en quelques jours, ne veut pas dire que ça caractérise l'ampleur du phénomène, ça caractérise l'ampleur de l'émotion. Ce sont des choses différentes. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ce phénomène s'est répandu dans toute la société et qu'on est dans une société qui est absolument gangrénée à tous les étages par ces dérives, mais ça veut dire que l'émotion, elle, par contre, elle est bien réelle. L'émotion bien réelle. Peut-être un mot effectivement pour revenir sur cette question de la dénonciation. Guillemette Odissino, vous voulez réagir? Et du risque de la diffamation du coup, bien sûr. Justement, dans l'affaire Weinstein, il y a eu les 2 cas, c'est-à-dire Courtney Love, 2005, sur un tapis rouge, met en garde les jeunes actrices en disant surtout, ne faites aucune soirée au Four Seasons avec Harvey Weinstein. Elle se fait virer par son agent, par tout ça, etc. Et elle-même dit immédiatement après, je vais être accusée de diffamation. Alors, elle ne l'est pas, il la punit autrement, et elle dégage du milieu du cinéma. Oui. Et aujourd'hui, Asia Argento, qui est en train de promettre de dénoncer aussi 2 cinéastes très célèbres, le fait exactement comme il faut. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas les noms, mais les réseaux sociaux lui disent « mais alors, les noms ?» Et elle dit « ça va venir, mais en attendant, ils ont peur. » Et ça, ce hashtag-là, au moins, je trouve que c'est magnifique, parce que pour une fois, ça inverse la peur. C'est parfait, vous nous donnez la transition et vous réagirez vous aussi dans un instant, Marion Georgel, dans la deuxième partie de ce débat. Restez avec nous.